Webinaire. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. On en a eu un la semaine dernière qui portait sur le digital et finalement, tous ces sujets sont liés. Donc, nous prenons la tâche avec vous pour ce nouveau webinaire et nous sommes ravis. Donc, merci pour le groupe Tijali Wafa Bank, le marché des entreprises et son partenaire Euroequity pour le présent événement. Je m'appelle Kamel Déby, hein, vous me connaissez, ceux qui ont l'habitude d'être parmi nous, donc vous me connaissez. Donc j'anime et je modère ces webinaires depuis quelques années déjà. Euh, c'est un vrai sujet, donc que celui de l'axe, ce qu'on appelle les NFS, les services non financiers qui sont proposés à nos chers PME. C'est un carrefour de rencontres, d'échanges et puis de curiosité à échanger pour la simple raison que la banque, moi j'en faisais partie, bien sûr. J'ai eu pratiquement 32 ans, 35 ans de ma carrière, dont les trois quarts dans une banque. C'est cette relation de la relation d'une gestion d'un compte, d'une PME, d'une gestion de crédit. Là, on sort un petit peu, on est plus dans la complémentarité, dans l'échange avec vous. Et donc, sur ce sujet, nous avons tenu plusieurs webinaires. Je prends que celui de l'année 2023. Et nous avons traité de tous les sujets. On a parlé de la notation des crédits, de la cybersécurité, des forces commerciales à l'export, qui sont une donnée essentielle. L'export aujourd'hui, c'est le cheval de bataille de quasiment toutes les économies finalement. Il n'y a pas qu'au Maroc, mais même en Union européenne, en France, bien sûr, et en Afrique, et un peu partout. Hein. Comment s'organiser à l'ère du digital. On a même parlé de la protection des données, du Made in Morocco, comme ce qui se passe un petit peu en France, pour voir un petit peu cette souveraineté industrielle sur ces sujets qui aujourd'hui viennent bousculer un petit peu la vie des entreprises. Et pour ce cycle 2024, nous en avons tenu deux, le 30 mai, pour ceux qui étaient avec nous, c'est pour le thème devenir un champion à l'export, enjeux et opportunités. Et le 11 juillet, c'était juste quelques jours, réussir votre transformation digitale, clé de succès et méthode. Donc, c'était un sujet qui portait sur le digital. Et c'était un coup de rappel puisque nous en avons tenu quelques-uns. Et puis, celui-ci vient à point nommé pour voir un petit peu essentiellement la maturité des entreprises et des écosystèmes sur ces sujets. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons un sujet central, la prévention des difficultés, comment les anticiper, les mesurer et surtout activer les bonnes solutions. Ça, c'est très important parce que c'est un axe central. Je veux insister lourdement et j'enlève ma casquette de modérateur et je prends avec vous ce sujet à bras le corps. C'est un vrai sujet parce que c'est la vitalité d'une relation. Vous, PME, vous êtes en relation, vous êtes dans une entreprise, vous avez créé une entreprise, vous avez racheté, vous avez fusionné, vous êtes dans votre entreprise et vous vivez l'entreprise. Vous vivez tous les sujets, pour ne pas parler des problèmes, on va les laisser par la suite. Et parmi ces sujets, aujourd'hui, parmi ces sujets, se retrouve ce fameux sujet de la relation que vous avez avec vos partenaires. L'environnement de l'entreprise, vous le connaissez mieux que n'importe qui. Il est changeant. L'entreprise a, l'entreprise a fait excusez-moi, je vais demander aux uns aux autres, excusez-moi, une minute. Vous êtes en mute, Kamal, hein. Excusez-moi, pour demander à quelqu'un de. Donc, les problèmes des entreprises, vous les connaissez mieux que n'importe qui. Vous vivez les problèmes de l'entreprise. Et donc, moi, je salue la résilience et le mindset des managers des entreprises parce que depuis quelques années, depuis essentiellement l'ère du Covid, nous sommes rentrés dans une phase où je prends l'exemple d'un lycéen, d'un étudiant, de nos enfants,
où il prépare ses études, et puis à un certain moment, on lui dit non, il faut préparer beaucoup plus de choses parce que les examens vont venir. Il y a la décarbonation, il y a l'innovation, il y a le core business, il y a la résilience, il y a les problèmes qui sont liés aux intrants qui ont augmenté, à l'inflation, il y a le chômage, il y a ces risques géopolitiques et tout ça, et qui fait que les entreprises, vous les entreprises, ben vous avez fait preuve de ce mindset qui vous a forgé, et ça, je tiens quand même à le souligner, à vous féliciter sur ce sujet. Comme ce que je l'ai dit, les problèmes, vous les connaissez mieux que n'importe qui. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce webinaire, c'est comment anticiper, comment détecter les difficultés d'une entreprise, comment les anticiper, comment créer un environnement plus sain pour l'entreprise, comment analyser finalement ce qui se passe chez l'entreprise de façon vraiment limpide, avec tous les critères qui vont être présentés. Comment finalement détecter ces signaux d'alerte et quelles sont les solutions proposées? Les solutions, parce que quand je dis les solutions, évidemment, sur un autre point aussi, je pars du principe, moi c'est ma doctrine et ma philosophie, quand je vois les entreprises, je les vois souvent, quand je fais des focus group à la demande du ministère ou à la demande de filières industrielles ou même de façon spatiale ou par branche, vous savez, la dernière étude que j'avais faite avec eux, elle date d'avril, sur un groupe d'amélioration de production, on appelle les GAP. On a passé une journée, on s'est isolé. Je vous assure que les mots MAUX, de ce que sortent les PME, 50% de ces mots sont déjà solutionnables chez l'entreprise. C'est pour ça que je dis, vous détenez la clé de voûte, vous les entreprises. Donc sans plus tarder, je présente Patrick Sénécourt, président directeur général de Nota PME, qui nous fait l'immense plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Patrick, je l'ai eu il y a de ça 4 ans sur les notations, juste avant le Covid. Et nous avions échangé sur un sujet de notation qui était un sujet naissant au Maroc. Et donc, il nous avait beaucoup aidé sur ce sujet pour que vous, les entreprises, vous imprégniez. Nous allons prendre 30 minutes, 25-30 minutes à Patrick pour qu'il présente sa vision de cette thématique des problèmes. On parle des problèmes, mais surtout les solutions et ses recommandations sur le terrain. Et puis, on va échanger au bout de 30 minutes avec vos remontées. N'hésitez surtout pas à nous faire vos remontées au niveau de la chatbox avec les échanges. Donc, Patrick, rebonjour. Bonjour, rebonjour Kamal, et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Donc, merci pour cette introduction. Je vais très rapidement, sans plus tarder, vous partager mon écran pour me présenter et bien sûr, en même temps, vous développer ce sujet d'importance qui est effectivement celui de la prévention des difficultés. Kamal, tu me confirmes que tu vois bien mon écran avec ma souris au milieu de l'écran qui se promène? Oui, c'est bon. D'accord, donc tout le monde doit le voir à l'identique, très certainement. Bon. Voilà. Vas-y, Patrick, c'est bon. Alors, donc, je vais commencer par me présenter en bas de l'écran, vous le voyez. Donc, en fait, j'ai fait toute ma carrière à l'ESCP, donc une école de management importante en France. Stratégie, finance. J'y ai lancé les formations à l'entrepreneuriat très tôt, en 1977. J'étais l'un des premiers entrants dans ce domaine et j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. Et donc, ça m'a permis d'acquérir progressivement une conscience et une connaissance intime des raisons pour lesquelles les entreprises performent ou au contraire rencontrent des difficultés. Et en fait, j'ai une double formation, management et informatique, et j'ai toujours modélisé mes recherches, mes enseignements et ma pédagogie et mon conseil. Et donc, c'est sur cette base que j'ai construit, on va le voir, un certain nombre d'outils informatiques qui permettent d'aller très vite et de manière assez fine à la compréhension et à la pédagogie en même temps de la prévention en fait des difficultés qui va être le sujet qui nous intéresse. Voilà, très rapidement, Nota PME est une fintech reconnue puisqu'on a été labellisé en France par le pôle de compétitivité finance innovation. On a reçu un prix Eureka de meilleur logiciel pour les experts comptables.
On a un partenariat sur lequel je vais revenir dans un instant avec le Conseil national des greffiers et Infogreffe, donc le GIE des greffiers. Et on a un partenariat, enfin on a d'autres partenariats avec des éditions Francis Lefebvre que certains connaissent sans doute, Diane, bon, des fournisseurs de bilan, etc. Voilà. Rapidement, l'histoire, j'étais professeur et en 1986, j'ai lancé ma première société Ordiméga pour développer et diffuser les logiciels préface de mesure de la performance des entreprises. Analyse financière, diagnostic, scoring, évaluation de l'entreprise, dans la perspective de la transmission bien sûr, et benchmarking géosectoriel, dans l'analyse de population d'entreprises, comme on va l'entreapercevoir dans quelques instants. Et donc, ces logiciels institutionnels, on a équipé la moitié des chambres de commerce en France à peu près, des collectivités territoriales, des réseaux d'experts comptables, des conseils en FUSAC, etc. Et au début des années 2010, j'ai lancé Nota PME, qui est en fait la version web de Préface, mais démocratisée, beaucoup plus facile d'accès, moins coûteuse, et donc qui permettent, je vous montrerai tout à l'heure, de très rapidement diagnostiquer une entreprise et justement faire émerger les actions à entreprendre. Et bon, ça apparaît là sur cet écran, on a développé un logiciel Alerte Mission destiné aux cabinets d'expertise comptable pour leur permettre d'identifier de classer en quelque sorte l'ensemble du portefeuille client avec la note et d'identifier donc les points faibles, les points forts et les préconisations de mission qui pourront leur être proposées. Ce sont les mêmes algorithmes qui alimentent l'ensemble de ces logiciels. Là, pour certains d'entre vous, si vous voulez aller explorer un petit peu ce que je vais vous montrer, on est là sur le site infogreffe.fr. C'est donc là qu'en entrant, alors ce sont des données des entreprises françaises, en entrant un nom d'entreprise, et vous en connaissez sans doute, et ça vous permettra de tester, on peut générer automatiquement, et il y a des spécimens gratuits, on peut générer 4 niveaux de rapports diagnostiques plus ou moins approfondis, et ça peut atteindre 80 pages, à partir des seuls bilans et comptes de résultats de l'entreprise. Voilà, c'est une concrétisation. C'est un peu en fait du chat GPT avant l'heure que j'ai construit au fil de plusieurs décennies pour pouvoir rédiger automatiquement des rapports diagnostiques assez comparables à ce que peut faire un expert. On a aussi, vous avez accès à des exemples gratuits sur notre site www.notapme.com que vous observez là. Alors, un point important, je pense que même si c'est une statistique française, je suis quasi convaincu d'expérience, de longue expérience, qu'on est dans des contextes assez similaires dans n'importe quel pays, puisque en fait les entreprises TPE, PME sont extrêmement majoritaire. En France, on a 98% des entreprises qui ont moins de 250 salariés. Et donc, voilà. Et donc, avec notre système, on note l'ensemble de 1,5 million d'entreprises, donc à partir d'Infogreffe notamment, et ce qui permet de dégager cette statistique qui est importante. La moitié des entreprises sont vertes, performantes, au-delà de 6 sur 10 dans notre notation, 30% fragiles, donc entre 4 et 6, et 20% en vraie difficulté. Et pour celles-là, les rouges, en fait, c'est généralement trop tard. Et donc, en fait, il faut se focaliser sur les entreprises ou sur le moment où l'entreprise se trouve dans une zone de fragilité entre 4 et 6. Alors même si on n'a pas la note, on sent bien que les choses ont dérivé parce qu'à une certaine époque, on était en pleine forme, mais à un moment donné, les choses commencent à décliner. Et donc, en fait, on est devant un double enjeu, un enjeu de prévention,
pour cette catégorie, ces deux catégories d'entreprises, et un enjeu d'accompagnement du développement, ce qui bien sûr est important. Bon, Kamal évoquait notamment la transmission, le build-up, etc. Enfin, diverses manières de performer pour l'entreprise. Voilà. Alors, j'ai évoqué ChatGPT tout à l'heure, qui est toute récente. En fait, moi, je parle plus volontiers d'intelligence augmentée, avec ces 5 piliers que l'on a développés progressivement. Le premier, c'est que nous sommes préventifs, et nous avons démontré dans une étude qui a été publiée dans la revue Banque en France que notre notation est prédictive du défaut de paiement, du défaut d'entreprise, prédictive à 92%. Si on est prédictif, on peut devenir préventif, c'est-à-dire alerter en fait sur le fait que la situation se dégrade et qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Alors quoi faire? Et on devient prescriptif. Et donc on a développé les outils qui permettent, au regard des faiblesses constatées, d'expliquer quoi faire pour améliorer et redresser la situation. Et ceci de manière personnalisée et participative, parce que effectivement, chaque entreprise est un cas à part, avec des caractéristiques différentes, bon, pour tout un tas de raisons que vous connaissez très bien. Et on va voir comment on peut effectivement personnaliser et engager les travaux et les actions nécessaires. Donc il s'agit de devenir acteur de la notation étant une résultante de l'amélioration d'un certain nombre de facteurs sur lesquels on va revenir. Alors j'aime bien présenter cette checklist-là en disant que voilà, tout dirigeant devrait pouvoir répondre à ces 10 questions pour maintenir et développer ces équilibres. Alors la première question, encore faut-il avoir effectivement un système de notation, quelle est ma note, verte, orange ou rouge? Deuxième question, progrès, comment évolue-t-elle? Donc à la hausse ou à la baisse, et ça appelle bien sûr des réactions différenciées. Troisièmement, quel impact? Kamal évoquait la relation avec les organismes financiers, avec les fournisseurs, bien sûr, en termes de risque crédit, les relations aussi avec le personnel en termes de capacité à rémunérer correctement, attirer les talents, etc. Quatrième question, comment piloter la note, l'améliorer et la défendre? Il faut se donner les outils pour non seulement l'observer, la constater, mais également y travailler. Quelle réactivité? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réagir? La valeur. Alors là, on passe, j'aime à dire, notation, évaluation, même combat. Parce que ce sont en fait deux métriques distinctes d'une même réalité économique. Si j'améliore ma note, j'améliore la valeur de la boîte. Si au contraire, je m'intéresse à la valeur de la boîte et que je sais comment l'améliorer, la renforcer, eh bien, la note va s'améliorer automatiquement. Donc, combien vaut mon entreprise? C'est un sujet qui devrait être posé chaque année pour voir accroître en quelque sorte le patrimoine économique du dirigeant et de ses associés et de sa famille souvent. Optimisation, comment maximiser cette valeur? Là, on entre dans des problématiques de méthodes d'évaluation d'entreprise que je ne vais pas traiter là, mais qui sont très logiquement induites par ce que l'on va évoquer. Le benchmark, comment se situe mon entreprise dans mon secteur? Et ça, je vais pouvoir l'illustrer dans quelques instants. C'est important de savoir qui sont les bons, qui sont les mauvais et comment je me positionne par rapport à cela. Les menaces, quelle performance de mes concurrents et donc quels risques représentent ces clients, mes clients, les partenaires, etc. Et enfin, les opportunités, donc quelles cibles pour notre croissance externe éventuellement. Voilà. Je voudrais insister sur cette planche qui est très très importante avec une dualité. Je prends l'analogie et la métaphore du rallye automobile. Cette dualité entre un pilotage court terme,
et qui s'alimente de tableaux de bord, et un pilotage structurel et stratégique qui s'alimente des bilans. Pilotage structurel annuel, par analogie avec le rallye automobile, c'est comme quand on est en course. Hein. Donc, on a une feuille de route qui repère les pièges, on mesure la consommation au risque de la panne sèche, bien sûr la vitesse par rapport à la concurrence, l'état de la route, des pneus, les intempéries, les déviations. Vous pouvez prendre toutes les analogies qu'on retrouve dans l'entreprise, qui relèvent en fait du contrôle de gestion au sens large du terme, d'accord, avec donc les analyses d'écart, les ajustements, les problèmes d'équipe, de cash burning, etc., les découverts, la cessation de paiement, etc. Ça, véritablement, on est sur le court terme, sur l'intra-annuel. Par opposition à cela, j'aime à évoquer ce que j'appelle le bilan d'étape stratégique, le bilan annuel, et qui va se faire non pas en course, mais au bivouac entre deux étapes. Pardon. Donc, au bivouac, on va se poser la question de savoir comment va se dérouler la prochaine étape, l'état du pilote, des matériels, le classement, la stratégie, etc. Dans l'entreprise, vous trouvez bien sûr les équivalents en termes de progression, de moyens, de positionnement concurrentiel, d'équipe, de matériel, d'optimisation, etc. Et évidemment de BFR, de rentabilité, de cash flow sur lesquels on va revenir dans un instant. Et je me bats énormément contre ce que j'appelle le bilan bashing, où on a trop tendance à dire que le bilan, c'est une image du passé, dépassé, et que quand on a le bilan, déjà plusieurs mois se sont écoulés et qu'on est sur une autre problématique. Eh bien, on va voir que le bilan est un outil majeur pour comprendre les faiblesses de l'entreprise, la source de ces faiblesses, et agir sur les bons ennemis en quelque sorte. Et il ne faut pas se tromper d'ennemis. Alors justement, quelques vérités avant d'entrer dans les exemples. J'aime à dire qu'un problème bien posé est à moitié résolu, surtout à condition de s'y coller. Bon, déjà, bien poser un problème ne va pas de soi. Encore faut-il avoir les outils, les instruments et conceptuellement savoir quoi regarder. Mais encore faut-il, et je parle de procrastination un petit peu plus loin, s'emparer des problèmes et les traiter. Il ne faut pas se tromper d'adversaire, comme je le disais il y a un instant. C'est-à-dire qu'en fait, dans un business, on va le voir avec les illustrations, un business, ce sont maximum 3 ou 4 paramètres clés sur lesquels on n'a pas le droit de se tromper. Tout le reste, c'est du second ordre, c'est secondaire. Donc, il faut se focaliser, on va le voir très, très rapidement. L'assurance ne paraît chère qu'avant l'accident, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que demain ira mieux, certes, il y a des propositions d'accompagnement, des outils, du conseil, de la formation, mais ça, ce sera pour demain parce qu'on a d'autres choses plus urgentes à faire, etc. C'est une erreur fondamentale. Il faut se coller, bien sûr, au quotidien de l'entreprise, mais se coller au concept qui gère, en fait, qui préside à l'évolution de ce quotidien de l'entreprise. Procrastiner n'est pas une option, comme je le disais tout à l'heure. Le 5e point est essentiel aussi, c'est qu'on a trop tendance à se contenter de constater les faits. C'est le pilotage court terme, ce sont les tableaux de bord, etc. Il faut le faire, je ne récuse pas l'intérêt des tableaux de bord, mais il faut comprendre les causes. Et c'est beaucoup mieux. Et donc, ça part fondamentalement d'une analyse structurelle du business model. Et en particulier, souvenons-nous, j'y reviendrai, que la trésorerie, c'est une variable résultante
qui dépend, il y a une formule que certains d'entre vous peut-être ont à l'esprit, mais j'engage chacun à aller voir sur Internet la définition et ce qu'il y a derrière cette définition. Trésorerie égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Et en fait, on n'agit jamais sur la trésorerie, mais ce sont les actions sur le fonds de roulement d'une part, c'est-à-dire les investissements et leur financement, pour dire simple, et le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire stock, crédit client, dette fournisseur. Et c'est en agissant sur ces paramètres qu'on obtient une trésorerie. Mais on n'agit jamais directement sur la trésorerie, sauf à vouloir la placer si on en a trop, mais grâce au fonds de roulement et aux besoins en fonds de roulement, sauf à chercher à la combler, mais même chose, c'est plus difficile parce que les banquiers, s'ils voient que le BFR est insatisfaisant ou qu'il y a un problème de structure de financement, là, il va être réticent. Et même chose pour les bénéfices ou les pertes. Tout le monde se focalise sur le bottom line du compte de résultat, hein, quel est le bénéfice, quelle est la perte. En fait, derrière la perte ou le bénéfice, il y a les achats, il y a le chiffre d'affaires, il y a le pricing power, il y a bien sûr les charges de personnel, etc., etc., et l'efficacité globale de l'entreprise. Donc, il faut se focaliser sur les vrais adversaires, comme je le disais. Un point aussi important, culturellement, tout un chacun dans le business cherche la croissance. Or, ça ne signifie pas nécessairement une amélioration et parfois, et à contrario, une décroissance n'est pas un affaiblissement. Parfois, il est sage de limiter la croissance ou même d'entrer en période de contraction pour pouvoir rééquilibrer le business model et prendre suffisamment de temps pour ensuite éventuellement rebondir si l'environnement, si les moyens de l'entreprise qu'elle est capable de regrouper le lui permettent. Et donc, en fait, point 7, hiérarchiser les enjeux, les repérer, les constater, les mesurer et en mesurer toutes les conséquences. Voilà. Kamal, si tu souhaites intervenir en complément, mais je vais entrer là dans les illustrations avec mon laboratoire. C'est excellent, c'est excellent. Donc, on a parfaitement compris. J'espère que Très ils bien. auront l'échange avec les PME qui sont connectés avec nous. Donc, c'est un vrai Voilà. sujet. Donc, tout ce que tu as montré, c'est une vérité implacable que les entreprises vivent, Patrick. Aucun problème. Merci. Voilà. Alors, je vais entrer dans l'illustration de ce que des grands principes que je viens d'évoquer dans mon laboratoire de recherche et développement que j'ai construit au fil de plusieurs décennies et je vais basculer ici. Voilà. Et là, on est en live dans un logiciel qui permet d'analyser les entreprises et ceci de manière extrêmement rapide, fondamentalement, et pertinente et je dirais même percutante. Alors l'idée est très simple, c'est que ce logiciel s'alimente des bilans de la base de données des greffiers en France. Il y a 1,5 million de bilans et je peux extraire de cette base de données l'ensemble des bilans. Par exemple, j'ai préparé un petit exemple ici, des fabricants de vêtements. Voilà. Il y a des codes sectoriels, hein, donc fabricants de vêtements de dessus en plus, puisqu'il y a un autre code sur les vêtements de dessous. Voilà. Et donc, j'ai extrait, vous voyez tout en bas à gauche, si vous avez du nuage, 955 entreprises, en fait, hein, ce qui est déjà un panel assez intéressant, qui est présenté dans un premier temps sous forme de ce nuage de points que vous observez en haut à gauche, avec en abscisse la note de l'entreprise, ou des entreprises, bien sûr, entre 0 et 10, et en ordonnée, le chiffre d'affaires. Bon, même si on peut utiliser d'autres variables, je ne vais pas vous montrer l'intégralité du système, mais déjà, ça permet de repérer les entreprises et, on va le voir, d'en analyser les caractéristiques. Alors, vous entreapercevez une chose déjà qui est intéressante, c'est qu'en fait, les entreprises rouges, par exemple, ont toutes une note supérieure à 6, 6,25, etc. Voilà. À l'opposé, les vertes, ici,
ont des notes inférieures à 4. Et donc, à droite, les rouges et les bleus, dans une certaine mesure, seront les pépites. Et on va démontrer que c'est le cas. Et à gauche, donc, ce sont les entreprises en difficulté, les rouges que j'évoquais tout à l'heure. Bon, alors ne mélangeons pas les codes couleurs des trois vertes, orange, rouge, et ces grappes que nous avons là qui se constituent automatiquement avec des méthodes d'analyse multidimensionnelle. Voilà. Alors, donc, ce que vous observez aussi, ce sont ces graphiques en bas qui s'actualisent dès que je survole une entreprise. C'est ce que nous appelons les bilans géométriques, qui présentent, vous voyez, je me promène, voilà, et je passe d'une entreprise à l'autre, et ces bilans géométriques graphiques vont, que je vais vous décrypter. On va en prendre une qui est ici, que j'ai préparée, parce qu'elle me paraît intéressante pédagogiquement. Voilà. Cette entreprise, donc, qui s'appelle Pyrenex, donc, on en voit là, à gauche, la structure des soldes intermédiaires de gestion, c'est-à-dire du compte de résultat et donc de l'exploitation globalement, et à droite, du bilan. Voilà. Et donc, ces bilans géométriques, je les oppose au bilan arithmétique. Le bilan arithmétique, vous les connaissez, hein, c'est les pages de bilan, les pages de compte de résultat, tous ces chiffres en annexe, les ratios, etc. etc. Pour entrer dans un dossier de la sorte, il faut plusieurs dizaines de minutes pour en tirer des enseignements et donc induire des préconisations, des actions à entreprendre, etc. et un diagnostic. Là, j'oppose au bilan arithmétique le bilan géométrique. En fait, je me suis inspiré du philosophe chinois Confucius, qui nous dit « une image vaut 1000 mots ». Moi, je dis « une image vaut 1000 chiffres ». Et on a l'image de l'entreprise, structurelle et structurante, sous les yeux. Alors, c'est très simple. J'espère que tout un chacun peut lire les bulles qui sortent, que je survole ici. Donc, cette entreprise a un chiffre d'affaires de 18 000. Alors, c'est une très, très petite entreprise, hein, mais peu importe, de toute façon, les enseignements qu'on en tire, quelle que soit la taille, on va avoir des architectures de ce type-là. Donc, chiffre d'affaires. On voit l'export de cette entreprise, qui est assez significative, hein, de 11 millions contre des 18 000 ici, pardon. Production stockée, produits accessoires, etc. Voilà pour la production. Cette production est absorbée par les achats pour dégager une marge sur achat de 58%. Moins les services externes, 35%, ça donne une valeur ajoutée de 22%. Bon, je pense que tout un chacun qui nous écoute connaît ces ratios ou ces soldes intermédiaires de gestion, donc les charges et les marges en quelque sorte. Hein. Valeur ajoutée qui est ici absorbée et au-delà par les charges internes de personnel, le strié vertical jaune, qui fait que ces charges étant supérieures à la valeur ajoutée, on dégage un excédent brut d'exploitation déjà négatif. C'est pour le cas présent un peu sauvé par les dotations des reprises sur amortissement en fait, pour dégager un résultat d'exploitation de 1,6% qui est minime, et finalement on ressort à quasiment zéro en résultat net. Donc c'est une entreprise qui n'est pas rentable. On entreaperçoit les raisons. Bah, c'est ici, fondamentalement, c'est que la valeur ajoutée ne permet pas d'absorber les charges de personnel. Donc, on commence à entreapercevoir les actions à entreprendre. Actions à entreprendre, c'est peut-être donc d'améliorer la marge sur achat, d'une part, peut-être d'externaliser moins et à de meilleures conditions, travailler sur le pricing power, donc le niveau des ventes, etc., pour rehausser progressivement cette EBE qui est telle qu'on ne va pas pouvoir aller très loin avec cette entreprise. Donc c'est une entreprise dont la note est de 4,16, vous le voyez en haut, et qui s'explique par ce triangle, en fait, qui montre que la note de 4,16
résulte de la notation de la rentabilité, 3,75, mais de la solvabilité également, 4,5, et de la robustesse, 5. On va voir ces deux piliers, mais on voit déjà qu'il faut s'intéresser en priorité à la rentabilité et non pas peut-être à d'autres éléments, et notamment par exemple la trésorerie, on va le voir, qui pose pas de problème majeur, même si on peut l'améliorer encore. Voilà. Et à droite, le bilan, les fonds propres, la dette à long moyen terme, donc au passif, les éléments jaunes, c'est le long terme, les capitaux permanents. Et on voit que la dette est inférieure aux fonds propres, donc ça ne pose pas de problème majeur vis-à-vis des relations bancaires, etc. Et on a ici à l'actif les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc tout ceci me donne un haut de bilan long terme qui est assez bien équilibré avec, vous voyez, le calcul du fonds de roulement qui est fortement positif. Et ça, c'est une bonne nouvelle en termes d'image financière et de pérennité de l'entreprise. En rose, en bas, on a les éléments de besoin en fonds de roulement avec les stocks, en dessous, les créances clients, les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. Et là, ça n'aura échappé sans doute à personne dans l'assistance à ce webinaire que cette entreprise a un vrai problème, qui est celui de ses stocks, de 12 millions d'euros. Alors, déjà dans le bilan, 12 millions d'euros, c'est très lourd hein, par rapport à un bilan qui doit faire à peu près 22 millions d'euros. Okay, mais surtout, si on regarde ces 12 millions et à l'échelle, on regarde le chiffre d'affaires de 18 millions et éventuellement l'export, donc AE2, on va chercher les 30 millions à peu près. Donc 12 millions par rapport à 30 millions, vous avez une rotation de l'ordre de 4-5 mois. D'accord ? Et donc, je disais tout à l'heure, ne pas se tromper d'adversaire. Là, l'entreprise a deux adversaires principaux, la rentabilité, on l'a vu, et ces stocks-là. Et très clairement, vous pouvez intuiter que si cette entreprise se laisse aller sur ses stocks, elle va avoir un problème de besoin en fonds de roulement. Et le besoin en fonds de roulement, on peut le représenter comme ceci de manière pure et parfaite, hein, actif d'exploitation moins dette, moins passif d'exploitation. Et donc, la différentielle des roses, c'est le BFR qui est extrêmement puissant, extrêmement élevé dans le cas présent. Et en bleu foncé, la trésorerie nette, qui n'est pas en bas de bilan comme on a l'habitude de la voir, mais clairement, c'est la représentation graphique de la formule que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'emboîtement fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. C'est un jeu de Lego, d'accord ? Et donc, pour maîtriser cette trésorerie, il faut travailler sur le jaune, d'une part, sur le rose, d'autre part, et plus particulièrement, dans le cas présent, sur les stocks. Voilà. Et vous voyez comment, en quelques instants, je peux analyser une entreprise en quelques secondes, et avec mes explications en 3 ou 4 minutes, j'ai pu faire partager à tout le monde le diagnostic de cette entreprise. Je peux même aller plus loin avec ces représentations graphiques en regardant l'évolution, par exemple, sur les 4 dernières années. Donc, on voit une baisse d'activité sur les 3 premières, entre 2020 et 2022. Ça se redresse en 2023. On voit le triangle qui est plus ou moins satisfaisant. C'était pas mal en 2021. Il était devenu vert parce que la rentabilité était bonne, etc. Et de la même manière, on a l'évolution des bilans. Vous voyez l'illustration du rallye automobile. Bon, les tableaux de bord sont importants, mais la représentation structurelle, graphique de ces bilans et de leur évolution est absolument capitale pour ne pas se tromper d'adversaire. Et là, vous voyez par exemple que les stocks en 2021 étaient minimes, enfin en tout cas raisonnables, à 8 millions par rapport à un chiffre d'affaires dont le montant est rappelé ici à l'échelle du bilan, 34 millions, mais on le voit année après année se dégrader. Donc, clairement, hein, il double pratiquement en 2 ans. Et donc, on a bien identifié l'un des adversaires majeurs à traiter pour cette entreprise. Et bon, je peux m'amuser
entre guillemets, pour vous montrer l'extrême diversité, et c'est ça qui est intéressant, d'une entreprise à l'autre, vous pouvez voir des architectures qui sont totalement différentes, des histoires qui sont totalement différentes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail sur l'analyse de toutes les entreprises du secteur de l'habillement, etc., mais on les a toutes sous les yeux. Et donc, et au passage, on voit, et c'est vrai pour tous les secteurs, qu'il n'y a pas de secteur maudit, c'est-à-dire que même dans l'habillement qui souffre en ce moment, hein, il faut être tout à fait clair, il y a des pépites, c'est la grappe rouge qui est là, et puis il y a des entreprises en difficulté. Je vous montre rapidement une pépite, je m'arrêterai dessus, peut-être. Voilà, par exemple celle-ci, on n'a pas les comptes 2023 encore, mais vous voyez que c'est une pépite, elle est notée 8 la dernière année. Pourquoi? Parce qu'elle a une rentabilité de 8%, de 7-8%. Elle n'a que des fonds propres et sa trésorerie représente 90% des actifs. Donc, vous voyez que c'est une entreprise qui n'est pas en difficulté, bien évidemment. Voilà. Alors, je me suis intéressé à Pyrenex. Je vais prendre son identité, son sirène, et je vais basculer dans le traitement de cette société dans nos logiciels. J'arrive ici sur le site Nota PME, je m'identifie. Je vais me mettre en minuscule, c'est mieux. Pardon, je veux aller trop vite. Ah, c'est pas bon du tout. Je suis pas dans un environnement de travail idéal, je n'ai pas de souris, etc. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc je m'identifie, j'ai dit. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Pendant ce temps-là, Kamal, peut-être peux-tu repérer des questions à ce stade? Oui, bien sûr. Je n'ai pas encore de remontée. Je n'ai pas encore de remontée, mais les choses sont claires. Tout ce que au niveau de ce que tu as présenté. Ce qui est intéressant, moi j'ai essayé d'interagir avec le groupe pour dire que le nerf de la guerre, c'est la data. La donnée est devenue quelque chose d'essentiel, mes amis PME, très très essentiel. Imaginez que vous ayez un CRM, et que vous ayez des clients et que ce CRM n'est pas adressé. Alors, le jour où nous voulons faire du marketing digital, où vous voulez voir un petit peu le comportement de vos clients ou de vos ventes, parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin, ou de ceux qui vous payent dans les délais, et ainsi de suite, là, vous aurez des difficultés. Alors que la data, elle est très importante. Moi-même, au niveau de la banque, et j'en fais une amende honorable, et je nous parle, je le dis même à moi, nous avons eu quelques difficultés parce que imaginez que vous ayez 50 000 PME, vous voulez tout savoir sur ces PME. Ah, vous vous arrêtez à un certain moment, vous vous dites où j'en suis. Alors, quel est le PNB par PME? Quel est l'export? Quels sont les pricing? Quels sont les niveaux des lignes? Quelles sont les difficultés? Tout ce que vous pouvez mettre. Quelle est la marge du compte? Qu'est-ce que nous avons reçu comme flux? Est-ce que nous avons suffisamment bien travaillé avec cette PME? Vous vous posez toutes ces questions et qui sont légitimes. Et à un certain moment, vous êtes arrêtez dans votre légitimité, dans votre ambition, parce que vous avez des défauts de data, parce que vous n'avez pas la donnée. Là, la chance que nous avons avec Patrick, c'est que les bilans sont publiés donc au niveau de la Banque de France et que Patrick, en tant que professionnel, il y a droit. Chez nous, au Maroc, un peu plus compliqué parce que les banques donc n'ont pas, sauf celles qui sont sur le marché, par exemple dans l'obligataire ou dans l'obligation de publier au niveau de la bourse, ou ceux qui ont qui veulent elles-mêmes le faire. Il faut le savoir, les entreprises n'ont pas cette obligation, sauf vis-à-vis de leur banquier, bien sûr, s'ils sont à crédit. Encore, si vous n'avez pas de ligne de crédit jusqu'à présent,
peut-être qu'il y a une réactualisation, les entreprises n'ont pas cette obligation de fournir le bilan. Et ça pose cette problématique. Donc la problématique, elle est là, elle existe, mais je pense qu'il faut travailler ensemble avec vos équipes et tout ça pour que vous ayez la plus efficiente data possible, qu'elle soit démocratique, disponible. Patrick, excuse-moi, je te recède la parole. Mais je t'en prie, mais merci pour ces commentaires complémentaires. La data est essentielle, je confirme, bien évidemment. Il faut une data fiable, d'accord? Et il faut effectivement avoir les outils pour exploiter cette data au mieux, donc le CRM sous l'angle marketing et commercial, mais aussi financier. Et Excel n'y suffit pas toujours parfaitement, naturellement. Alors, pendant tes commentaires, là, j'ai en fait chargé dans le service en ligne Nota PME les comptes de cette société qu'on a vu dans l'Observatoire du benchmarking sectoriel, mon atelier de recherche et développement. Et on retrouve ici, vous voyez, de manière interactive, l'évolution des bilans, avec notamment cette dégradation de la trésorerie qui était assez significative ici, mais qui disparaît quasiment la dernière année, avec une augmentation très significative des stocks ici. Alors, on a évoqué le fait de constater, qui est déjà une bonne chose dans cette hiérarchisation des enjeux, mais on va voir que c'est mieux encore de voir quoi faire en fait. Et là, vous voyez qu'il y a possibilité de générer automatiquement un certain nombre de rapports, je vais y revenir dans un instant, mais aussi un certain nombre d'alertes. Et il y a dans le système une dizaine d'alertes, des rouges, des oranges et des vertes. Bon, les vertes n'en sont pas véritablement, évidemment, mais comme par hasard, vous observez que l'alerte rouge principale, ou les deux alertes, concernent les stocks et le besoin en fonds de roulement. Si j'active cette alerte, le système va automatiquement rédiger, d'une part, l'expression de l'alerte de manière formelle, on va le voir, et d'autre part, suggérer les actions pour engager des améliorations. Donc là, le système, vous voyez, évoque le fait qu'il y a 152 jours d'activité, donc c'est une lenteur exceptionnelle, et en plus, il y a un ralentissement, bon, modéré, mais enfin quand même, on est passé de 142 à 152 jours, ça ne va pas vraiment dans le bon sens. Le système présente également, graphiquement, le fait que Pyrénex, donc, est à 151 jours, en plein dans la zone problématique rouge, très loin d'une rotation un peu raisonnable, zone supportable entre 30 et 50 jours de rotation, et présente ici la moyenne du secteur de fabrication de vêtements du dessus. Et on est à 43 jours en moyenne avec une dispersion mathématique que vous voyez en assuré ici. Donc on voit que l'entreprise est bien plus mauvaise que les plus mauvais du secteur. Bon, ça mérite d'être... Une question qui me vient à l'esprit, excuse-moi Patrick, sur les stocks. Oui, Très important les stocks. Les stocks, on sait que ça coûte cher, ça consomme des fonds. Aujourd'hui, compte tenu de ton expertise, est-ce que c'est essentiellement lié aux revenus? Ça veut dire que l'entreprise n'arrive pas finalement à écouler ses stocks? Première question. Ou alors, parce qu'on sort un petit peu d'une zone d'inflation et que les cours se redressent à l'international et que les entreprises font du stockage par précaution, même si aujourd'hui, bon, ils le font. Ça dépend des secteurs. Est-ce que c'est plus la première ou la deuxième? Alors, c'est beaucoup de choses. On va le voir dans un instant, précisément, juste après cette première page, qui présente ce que j'appelle l'enjeu des 20%. Voilà, le stock représente ici 14 millions. Il y a une erreur de cas là. Bon, 14 millions. Si on arrive à l'améliorer de 20%, on dégage 3 millions d'euros toutes choses égales par ailleurs. Donc on voit l'enjeu
en fait, hein. Et ensuite, et ça commence à répondre à ta question, il y a une dizaine de propositions, de missions et d'actions à entreprendre en fonction de l'entreprise, en fonction du secteur, en fonction de l'époque, etc., mais qui sont assez structurantes, hein, de manière générale. D'abord, donc c'est l'optimisation de l'approvisionnement. Souvent, quand on a trop de stocks, c'est qu'on a trop commandé, en quelque sorte. Donc, il y a des méthodes et des outils statistiques d'analyse qui permettent d'optimiser cela. Donc, de mieux prévoir les ventes pour donc ne pas surstocker ou ne surstocker que s'il y a des enjeux éventuellement de variation de cours, etc. Mais là aussi, il faut se rapprocher de spécialistes qui maîtrisent bien ces notions-là, hein. Le cours du café, le cours du sucre, le cours des matières premières en général ou de l'énergie. Mise en place d'un logiciel de gestion de stock, hein, parce que c'est ce qu'on appelle le order to cash. Hein, donc, dès lors qu'on a une commande, on va provoquer un appro, mais est-ce qu'il sera dimensionné et cadencé suffisamment correctement, etc. Il y a des outils pour traiter ça. Encadrement de la gestion des stocks, c'est-à-dire que très souvent, les stocks sont le parent pauvre de la gestion dans l'entreprise, hein, véritablement. Donc, il faut que tout un chacun soit attentif à cela. Pour certaines activités, la recherche du Kanban, c'est-à-dire les flux tendus, hein, voilà, c'est une méthode auquel personne ne croyait chez Toyota et qui a réussi à se mettre en place et donc à en faire pratiquement le plus grand constructeur automobile du monde. Euh, Minimisation de l'effet de saisonnalité, ça c'est un point qui a son importance évidemment, etc. Je ne vais pas tout dérouler, mais pour chacune des alertes, il y a à la fois la préconisation et également les propositions, les suggestions de missions ou d'actions à entreprendre. Il y a une centaine. Patrick, c'est très important ce que tu nous présentes. Patrick, merci beaucoup. Ça, c'est une fiche de mission, finalement, et de recommandation. Maintenant, on se place au niveau de l'entreprise qui est missionnée. Finalement, l'entreprise devient un maillon central, hein. L'entreprise, finalement, vous allez l'upgrader, vous allez l'éduquer dans le bon sens, vous allez l'accompagner pour qu'elle ait les armes et tout ça, et qu'elle aide sur ces sujets. Et peut-être qu'on va trouver même des dysfonctionnements au niveau de l'entreprise. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le supply chain finance au niveau des grands donneurs d'ordre avec leurs fournisseurs. Les fournisseurs, tu prends l'OCP au Maroc, par exemple, que je connais très bien, le groupe Office Chérifien des Phosphates, il a peut-être 3 ou 4 000 fournisseurs. C'est hétéroclite et tu peux passer des grands donneurs d'ordre avec lui qui sont aussi dans la chaîne jusqu'aux petites TPE et tout ça. Est-ce qu'au niveau d'une entreprise, par exemple, que vous missionnez, est-ce qu'il n'y a pas ces dysfonctionnements entre le responsable des achats avec les financiers? Parce que parfois, ils ne s'entendent pas. Je le sais pour l'avoir vécu. Et puis, peut-être que ces missions vont avoir au moins l'avantage de cadrer les choses vis-à-vis du board, du CIO, pour dire finalement, voilà, tu as parlé des flux tendus, ou alors du lean, ou alors on fait des choses où on commande vraiment ce qu'il nous faut avec une temporisation et ainsi de suite. C'est que les gens commencent à mieux travailler ensemble, même dans l'entreprise. Je crois des choses qui peuvent arriver. Je partage complètement ce point de vue et la réponse passe en fait par la pédagogie, par la formation. Okay. C'est-à-dire que tout le monde voit, et les bilans géométriques y aident abondamment, et raisonnent de la même manière. Voilà. Et je vais terminer là-dessus parce que je vois l'heure qui tourne. Je veux pas. OK. On a un certain nombre de rapports diagnostiques. Les quatre premiers là sont ceux que l'on trouve sur Infogreffe, hein, pour n'importe quelle entreprise qui a publié ses comptes. Et puis il y en a un particulièrement, c'est Marge de résilience que je voulais vous montrer sur le thème de la prévention. C'est en fait un rapport donc là qui concerne Pyrenex, hein, qui va nous expliquer quoi faire pour dégager du cash.
Et c'est bien sûr particulièrement important lorsque l'entreprise se trouve à court, hein, évidemment. Donc, générer du cash additionnel, bon, c'est-à-dire dégager des marges de manœuvre, de résilience et de rebond. Okay, donc, le système, d'abord, nous dit, attention, cash is king. Hein, et là, on part à la chasse aux cash cachés qui sont dans les comptes, en fait. Hein. Voilà. Alors, on regarde un certain nombre de choses, mais au départ, on a le constat, donc un état des lieux synthétique, on a la note, d'accord. On a l'évolution de la note dans le temps avec le triangle qui se dégrade, hein, qui se déforme. Voilà. On évoque les notations externes. En France, c'est la Banque de France avec les échelles ici. Et puis d'autres noteurs, en quelque sorte, que sont les banques, les assureurs crédits et les credit managers aussi pour les grandes entreprises. Voilà. En conséquence, au-delà de la génération de cash, qu'est-ce qu'il convient de faire? Donc, améliorer la notation, c'est globalement travailler les bilans avant, pendant et après la clôture. Et là, il y a un plan d'action, une feuille de route, et qui reprend donc poste ou bloc par bloc la manière de libérer, monétiser, par exemple, du capital immobilisé. Alors, comment? Eh bien, par exemple, en finançant les immobilisations par crédit bail, en externalisant, en, en se dégageant peut-être de participations qui sont un peu éloignées du core business, en allégeant donc les éléments d'exploitation, les stocks. Hein, vous voyez, on reprend là les 14 millions qui sont assez lourds, mais aussi les créances clients, etc. Donc en fait, on a le plan de route là, tout simplement. Il y a un sujet important parce qu'il existe bien sûr en France qui a une grande maturité. Moi, chez nous, Patrick, même chez vous certainement, je reste frustré du fait que la PME n'est pas tellement visible dans les radars des marchés. Elle est dans le réseau bancaire, elle travaille avec les banques, la PME, donc j'ai beaucoup géré la PME, je connais très bien avec les grandes entreprises, les corporates, mais ce travail que tu nous présentes et cette manière de travailler, cette posture pour travailler sur ces sujets de business, parce que c'est une remontée, on est en train de travailler sur de la data, on fiche les stocks, la valeur ajoutée, le RBE, tu as parlé de tout ça, ou des amortissements, ou des leasebacks, ou du fonds de roulement, et finalement, ça peut aller même au niveau de la stratégie de l'entreprise, finalement, qu'elle va prendre. Elle va travailler avec la banque, donc elle va avoir une transparence avec son banquier sur ce sujet, mais c'est aussi un tremplin peut-être pour ces PME de sortir sur le marché. Parce qu'il n'y a pas que le financement, il n'y a pas que les banques. Ah, il y a des emprunts obligataires, il y a la bourse, il y a des leviers, il y a des private equity, il y a des choses qui se passent, il y a des fonds d'investissement qui se présentent. Et puis, le souhait, enfin, c'est un vœu peut-être pied pour l'instant, c'est de voir plus d'entreprises PME sur le marché, et pas que les grandes. Oui, on est bien d'accord. Bon, après, ça ne peut concerner quand même que une proportion assez faible hein, de l'ensemble des PME, mais il y a d'autres sources que le marché. Il y a le crowdfunding, tu évoquais le private equity, les business angels, etc. Enfin, donc, mais on sort un petit peu, là, on est dans la logique du financement. Sur lequel je travaille abondamment, effectivement. Mais dans tous les cas, d'abord, il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour aller chercher un financement, très clairement. Donc, c'est en interne qu'on va pouvoir commencer à redresser les choses, mais un financeur sera assez favorable à accompagner un plan de redressement parfaitement identifiés et qualifiés comme ceux que, vous voyez, ces tableaux-là, il y a influé, là tu parlais des acteurs qui se bouffent le nez hein, entre eux, insuffler la culture cash dans les équipes. Hein, mobiliser les équipes sur l'optimisation des entrées et des sorties de trésorerie, anticipation, process. Est-ce que mes commerciaux sont rémunérés sur le chiffre d'affaires ou sur les encaissements?
C'est Voilà, très des choses. important ce que tu dis, Patrick, parce que même moi, en tant que banquier, je l'ai fait quand j'étais encore dans le secteur bancaire, donc senior banker. C'est très important parce que le commercial avant était incentivé sur le fait d'amener des contrats, d'amener des opérations et tout ça. Mais c'est très important aussi d'être aussi dans la relation globale, dans la veille et dans le credit management et tout ça de ce qui se passe. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui a son sens. Le pilotage par le chiffre d'affaires, tout le monde veut de la croissance, effectivement. Heureusement d'ailleurs, on veut améliorer nos revenus, mais le diable est dans le détail. Aujourd'hui, tout se pilote par la rentabilité. Par la rentabilité. Il vaut mieux parfois avoir une stratégie, peut-être ne pas courir derrière tous les lièvres, mais ça ne veut pas dire que vous allez arrêter votre ambition, mais vraiment pour vraiment vous occuper de votre périmètre et de savoir qui paye, qui ne paye pas. Patrick le disait tout à l'heure, peut-être c'est aussi un problème de credit management. On ne relance pas suffisamment les clients et puis on ne fait pas un scoring de ces clients. On ne les note pas suffisamment, ces clients. Et donc ça pose cette problématique. Tout à fait. Voilà, donc bon, j'arrive au terme de mon intervention et on va pouvoir ensuite engager la discussion. Donc avec ce qu'on appelle le web dossier Nota PME, hein, vous avez compris l'idée, c'est au départ, c'est une fusée à 3 étages. Hein. On note et on diagnostique, alors au plan fiscal, c'est-à-dire les chiffres officiels qui sont remis à la banque, à l'administration fiscale, mais en fait, et bon, je ne prends pas le temps là de regarder cela, mais c'est important, c'est de pouvoir apporter des correctifs et des retraitements pour passer à la note et au diagnostic économique, étape indispensable pour ensuite passer à l'évaluation. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ça la philosophie d'ensemble. Alors pour terminer, donc il y a divers articles. Bien sûr, j'enverrai le diaporama, hein, vous pourrez le diffuser. Divers articles que j'ai publiés, notamment euh, cette analyse des défaillances dans la revue banque, là où il ressort ces 92% de taux de prédictibilité, mais aussi d'autres exemples, et notamment ce qu'on appelle les Key Performance Indicators. Voilà. Donc j'en arrive au terme de mon intervention, mais tout à fait prêt à répondre à vos questions et à revenir Merci sur telle ou telle illustration que l'on a pu voir ensemble. Hein. Merci beaucoup, Patrick. Il y a une question. Comment assurez-vous la sécurité des données transmises par les entreprises pour le site de Nota PME? Il y a une C'est sécurité. c'est une très bonne question. Vous avez vu que je me suis identifié avec un mot de passe donc à partir de ce moment-là, je suis entré dans mon domaine privé sécurisé. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux charger les comptes d'entreprise, parfois publics, et donc le problème ne se pose pas, mais parfois confidentiels, puisque les entreprises, en tout cas en France, ont la possibilité de demander la confidentialité des comptes qu'elles déposent au greffe du tribunal de commerce. Et là, on est sécurisé techniquement avec tout ce qui convient. Puis une question qui vient à l'esprit sur la relation de la banque. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, moi j'en étais témoin, c'est on est vraiment dans la trilogie, dans ce qu'on appelle le compétitif, l'équitable et le durable. À un certain moment, quand on voyait ces contrats, moi je signais beaucoup de contrats, je vous assure que les PME négocient de mieux en mieux et beaucoup mieux les contrats sur la dette senior, sur la fixité, sur les compliance, sur les cas de défaut et ainsi de suite. Ça veut dire que l'entreprise, la PME, l'a muté et puis elle a muté dans le bon sens. Maintenant, c'est Patrick, au niveau de la relation, quels sont vos conseils sur cette relation qui peut-être, elle peut être quotidienne de la PME, ça dépend. Ça dépend de ses flux, ça dépend de son interaction et puis de son importance au niveau de la banque, au niveau des flux et tout ça. Quelles sont vos recommandations? Est-ce qu'il faut travailler avec un partenaire et puis être honnête dans la circulation, même s'il y a des bonnes ou des mauvaises choses à dire? Il faut être transparent. Comment tu vois cette relation de la banque avec sa PME? Quelles sont tes recommandations pour la PME? Alors, je crois que le mot-clé, c'est la confiance. OK. Fondamentalement. Alors, comment créer et maintenir et exploiter au mieux cette confiance?
D'abord, en général, les TPE, PME, je ne parle pas des grandes entreprises, ont comme interlocuteur un agent de petite agence. Oui, Bon. Donc, ce n'est pas cet interlocuteur-là qui va accorder le crédit. C'est une oui, commission de crédit. Bon, je parle sous oui, ton bien sûr. Oui. expérience, naturellement, d'accord? Et donc, l'idée fondamentale, c'est de fournir à l'interlocuteur de la petite entreprise les éléments qui vont lui permettre d'être un bon avocat vis-à-vis de la commission d'affectation des crédits. C'est très, Voilà, très important ce que tu dis. C'est très voilà. important parce que la relation, bon, c'est vrai qu'au niveau des banques, il y a eu quand même des restructurations. On forme un peu mieux ce qu'on appelle ces RM, ces Relationship Managers. Et c'est très important parce que c'est comme l'avocat. Vous savez, vous devriez être convaincu pour défendre, plaider un dossier, sachant que, je le dis aux PME, la banque, la décision de la banque, elle est souveraine. Bon, c'est vrai que parfois on dit oui, mais et tout ça. Et la décision, c'est à vous de transformer l'essai et d'être le plus transparent. Et puis, vous grandissez. Moi, je le dis à chaque fois quand je suis en face des formateurs pardon, des panels et tout ça. Plus vous vous intéressez, plus je parle des managers, plus vous connaissez votre dossier, votre vision, plus votre dossier va passer et plus vous allez apprendre et plus ce mot confiance va être vraiment avec un grand C, Patrick. On est d'accord. Voilà. Alors, il y a un autre aspect qui a son importance au quotidien, c'est la stabilité de cet interlocuteur. Exactement. C'est-à-dire que très souvent, on s'aperçoit que l'interlocuteur habituel a été muté, il a C'est vrai. disparu, C'est vrai. C'est vrai. sans en être même informé parfois. Et C'est justement, vrai. on s'en rend compte au moment où on en a besoin d'une réponse urgente. C'est vrai. Et, C'est vrai. et là, la confiance a disparu. Il faut la recréer. C'est D'accord? vrai. Et puis les banques, D'où l'importance d'avoir plusieurs banques. oui, Parce que si l'une fait défaut, par exemple, pour cette raison, mais ça peut être d'autres raisons, naturellement, il faut pouvoir basculer très vite sur une autre. c'est très clair. Puis il y a ce sujet, il y a aussi un seul bémol, on en parlait tout à l'heure avec toi, Patrick. Vous savez, quand vous travaillez avec une relation, je le dis, je le répète, moi je faisais la répartition sur 50 000 entreprises, c'est d'imaginer que presque le quart ben, n'avait pas besoin de crédit. Ben, ça existe. Vous savez, des PME qui n'ont pas besoin de crédit. Elles ne sont pas dans cette logique et des process et des stratégies de crédit. Par contre, quand vous travaillez avec une entreprise, avec une banque par exemple, ben vous faites un chemin. Un chemin, moi j'ai sorti j'ai sorti avec la data, on a sorti quand j'étais à la fin de ma carrière professionnelle à Tijari, et il y avait une colonne, vous savez, une colonne qui passe inaperçue, date d'ouverture du compte. Alors on a trouvé des entreprises qui sont là depuis les années 70. On se dit, waouh, c'est un demi-siècle. Comme chez Patrick, c'est un immense honneur, mais c'est une très lourde responsabilité. Ça veut dire qu'on se crée de la valeur et puis on s'accompagne. C'est pour ça que je dis, quand vous travaillez avec plusieurs banques, respectez un petit peu l'équité de votre façon de travailler avec les banques. Si par exemple, moi, je suis la banque Tigeri, et que vous travaillez avec moi, et que je suis engagé avec vous à 30%, vous me donnez mes 30%, et puis vous faites votre affaire. Ça, c'est l'équilibre. Et puis, Patrick, il en a fait allusion sur les flux, sur tout ça, parce que c'est une résultante aussi de cette notation au niveau euh, ça se voit au niveau, par exemple, une banque, elle voit ça. La banque voit le bilan qu'elle dépouille de façon factuelle, puis vous avez la marge du compte. Est-ce que je reçois les flux? Est-ce qu'il n'y a pas d'impayé? Est-ce qu'il y a le respect des engagements? Est-ce que je travaille dans le cadre des autorisations? Est-ce que je suis pas en dépassement? Et ainsi de suite. Puis vous avez le dernier, c'est celui de la qualité des administrateurs et puis le secteur, une sorte de SWOT. Tout à Excuse-moi, fait. Patrick. Tout à fait. Ben, j'adhère. Merci beaucoup. J'adhère. Mais il y a une question, Nicolas, qui dit, est-ce que vous avez une offre commerciale qui est adaptable aux PME, adaptable au Maroc? Voilà. L'outil, est-ce qu'il est adaptable au Maroc? C'est une question, Alors, Nicolas Loriol. c'est potentiellement possible, mais c'est chronophage. Pourquoi? Parce que, évidemment, enfin, en France, l'essentiel des web dossiers dont je parlais tout à l'heure
s'alimente automatiquement à partir de la représentation, enfin de la télétransmission automatique. Donc il y a un fichier qui s'appelle l'EDI TDFC qu'on charge directement, etc., sur la base des codes de l'alias fiscale française, etc. Alors il est possible dans un web dossier Nota PME, qu'il faut ouvrir d'ailleurs, qui a son coût, d'introduire manuellement l'équivalent de ce que l'on rencontre en France, parce que, bon, je le sais, pour les comptes marocains, on n'est pas très éloigné, en fait, de la structure des comptes français. Néanmoins, ça suppose un travail, entre guillemets, de compétences pour pouvoir introduire ces données. Dès lors qu'on a introduit le dernier élément, à ce moment-là, on obtient exactement ce que l'on a vu là, graphiquement, les rapports, les diagnostics, et la possibilité d'apporter des correctifs, des retraitements, etc., etc. Voilà. Alors tout ceci pour dire que le participant qui a posé cette question, ou d'autres, vous disposez là de mon Calendly, il suffit de flasher. Euh, Appelez-moi, on en discutera en fonction du type d'entreprise, etc., de ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Il y a une question qui me vient à l'esprit, Patrick, excuse-moi. Quand vous dépouillez un bilan, quand vous le mettez au niveau de votre IT, au niveau du déséquilibre financier, c'est quel ratio? C'est 10% qui sont déséquilibrés et 90%? Quel est le ratio? Quand vous prenez un bilan 2023, parce qu'on n'a pas encore 2024, sur 100 entreprises, combien d'entreprises présenteraient un bilan qui est déséquilibré, peut-être le fonds de roulement négatif, et d'autres choses aussi que vous voyez? C'est très précisément ce camembert que je présentais. Je ne sais pas si vous connaissez le camembert, Oui, naturellement. Okay. oui, bien sûr, bien Ce sûr. graphique avec les 50% de vert, donc 30% d'orange et Et 20% qui 20% de rouge. sont De rouge. Voilà. Et donc, d'accord. c'est ça, cette proportion-là. Ok, d'accord. Ok, ça Hein. marche. C'est clair. Ça marche. C'est très clair. Puis il y a une autre question aussi qui vient à l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, votre travail, quand vous décortiquez pour aller sur la notation, pour ce qu'il y a à faire, est-ce que ça débouche parfois sur carrément une refonte de la stratégie de l'entreprise? On se dit finalement, on n'est pas Ça suffisamment bien positionné, on est dans un secteur ultra concurrentiel, on fait du dumping, mais finalement ça ne sert à rien. On va revoir de fond en comble notre façon de travailler, et on va voir notre modèle relationnel, notre core business, et ainsi de suite. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ah ben complètement. Bon, on parle de pivoter parfois dans les startups. Bon. Fondamentalement, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, un business, c'est 3 ou 4 paramètres sur lesquels on n'a pas le droit de se tromper. Si pour un ou plusieurs de ces paramètres, on ne se sent pas capable de les mettre sous contrôle pour équilibrer le business model, eh bien la seule manière de faire, c'est de modifier la stratégie. Donc, par C'est très exemple, clair. de passer de B2B en B2C ou réciproquement, de passer d'une stratégie d'internalisation à une stratégie d'externalisation, et plus encore. Bon, et là, c'est la créativité. Bien sûr, il faut s'appuyer sur les savoirs et sur la culture de l'entreprise, sur éventuellement, si c'est possible, sur ses marchés traditionnels. Bon, c'est toute la problématique de la diversification et de l'innovation. Donc, innover ou diversifier sur des nouveaux produits pour les clients habituels, ou bien avec des produits actuels mais sur des nouveaux clients, ou bien des nouveaux produits sur des nouveaux clients. C'est très important ce que tu dis parce qu'on revient sur quelque chose. Le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est le portefeuille client. Donc il faut bien le travailler et puis surtout le nourrir. Et puis un autre sujet aussi important, c'est la quête de la prospection. Je sais qu'il y a beaucoup de commerciaux, parce que j'en ai encadré, j'en étais, qui n'aiment pas trop la prospection. Mais parfois, vous savez, je vais vous dire une chose, et qui est prête à rire.
il nous est arrivé de sortir un portefeuille et puis des clients étaient presque plutôt plus des prospects que des qui n'ont jamais été visités, et ainsi de suite. Donc ne faites pas la règle de 20-80, travaillez sur tout le portefeuille et puis essayez de diluer un petit peu votre risque et votre manière de travailler parce que quand on travaille avec 2 ou 3, on a ce risque systémique parfois. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Ah bah, il faut absolument éviter effectivement d'avoir un business qui s'appuie sur 2 ou 3 clients. Donc, c'est la diversification dont je parlais tout à l'heure. C'est l'élargissement du panel de prospects dans un premier, de suspects d'abord, de prospects et enfin de clients à transformer. Ça, c'est le rôle des sales et du marketing. Et ensuite, bah, il y a la question toute simple aussi de la fidélisation des clients existants, de ne pas en perdre. Il coûte plus cher de, de, de conquérir un nouveau client que de conserver les anciens clients, Exactement, très clairement. Donc exactement. là, il y a un travail, mais c'est le rôle du chef d'entreprise qui connaît en général assez bien son marché et puis de ses équipes de raisonner client, fondamentalement. Exactement. Donc, c'est Exactement. la qualité, c'est les délais, c'est les relations, etc. Et aussi, ça débouche sur d'autres actions structurantes. Tu parlais de Toyota sur les flux tendus. C'est aussi le toyotisme sur le lean, sur les méthodes Sigma et tout ça. Peut-être qu'on ne va pas générer, quand on fait un business plan, on va peut-être pas générer d'autres choses sur les produits d'exploitation dans le haut, mais on va aussi s'attaquer peut-être à une rentabilité qui est cachée sur les coûts cachés, et on va améliorer aussi la rentabilité de l'entreprise. Puis un autre sujet important aussi, il faudrait que nos amis le sachent, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est que cette notation, elle est évolutive. Tu en as parlé de 2021, 2022, 2023, et ça veut dire que l'entreprise, évidemment, si elle travaille sur ses insuffisances, sur les problèmes qu'elle a largement la capacité d'améliorer sa notation sur tous les sujets. Absolument, c'est bien le but de la manœuvre. C'est arrêter la dégradation si elle est en cours et autant que possible retourner la tendance et donc redresser, et je rappelle, en même temps la note et la valeur de la boîte. Comme tu disais une phrase d'un célèbre en politique français, je me souviens. Un jour, on avait posé la question, on lui a dit pour qui allez-vous voter entre l'entre tour d'une élection présidentielle. Il avait dit une phrase, il avait dit je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais je sais ce que je ne dois plus faire. Je pense que c'est une Exactement. phrase, elle est inspirante. D'abord, on arrête on sait très bien quelles sont nos insuffisances. On travaille d'abord sur nos insuffisances. Et puis, au niveau des entreprises, c'est un conseil, peut-être de moi, homme de terrain que j'étais, sortez du quotidien. Le quotidien, il est pesant. C'est quand on rentre dans l'entreprise le matin avec les mêmes habitudes, on ne va rien changer finalement. Quand Patrick parlait par exemple des stocks, vous pouvez imaginer que vous rentriez par exemple un jour, 2 semaines, et que vous mettez une demi-heure pour parler que des stocks. Vous allez voir que quand vous allez mettre les uns face aux autres, le financier, l'achat, le stratège, le lean, le responsable moyen généraux, il y a peut-être des choses qui vont sortir, ne serait-ce que dans cette demi-heure. On va peut-être faire des initiatives pour ne pas parler de projet. Sortez de ce quotidien. Mettez ces petites réunions, ces quarts d'heure, ces demi-heures sur ces sujets, sur la trésor, sur les clients, Patrick le parlait, sur les fournisseurs, sur une stratégie de marketing, et ainsi de suite. Sortez de ce quotidien parce que le quotidien, il est pesant et si on ne change pas les habitudes, c'est les habitudes qui vont prendre en raison de nous. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick, sur ce sujet? Évidemment, L'entreprise doit être de plus en plus agile. On abolit un peu les frontières et on travaille sur un sujet. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien, mais on travaille tous pour le même sujet et qu'on se mette d'accord. Et l'avantage d'une PME, et j'en arrête là, c'est qu'elle est suffisamment agile par rapport à une grande. Quand tu veux faire une réunion dans une petite PME, tu peux appeler 2 ou 3 personnes et ça y est, tu tiens là. Dans un grand groupe, parfois, pour concilier les rendez-vous, c'est pas évident. J'en ai fait la meilleure expérience souvent. Pour tenir un comité, il faut d'abord concilier les rendez-vous. La PME, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes smart. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick, sur ce sujet? Complètement. Bon, le quotidien, effectivement, endort, en fait. Donc, il faut effectivement provoquer des événements. Bon, je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs, les team building,
les sorties de stratégie, etc. Mais, mais ça c'est l'animation du dirigeant, des managers, etc. Une dernière On question. sort du cœur du sujet. Merci beaucoup. Je te donne une question. Il y a une question. Est-ce que notre PME fait la valorisation des entreprises de façon automatisée? Si avec quelle Alors, méthode patrimoniale, comparative, des flux actualisés? Donc, voilà, visiblement, Madame Boussaïd connaît très bien le sujet, donc je comprends. tout à fait. Alors, bon, pour la petite histoire, je suis membre de la compagnie des conseils experts financiers et plus particulièrement actif dans la commission transmission évaluation. Donc, je suis assez au fait de tout cela. Alors, pour répondre à la question, en fait, il y a deux niveaux. Il y a un niveau automatique qui s'alimente, il y a un système expert derrière qui s'alimente d'un panier d'une vingtaine de méthodes. Et les méthodes sont sélectionnées automatiquement en fonction de l'architecture du business plan, du business model. Hein, selon que c'est en intensité capitalistique, qu'il y a un bas de bilan important, etc. etc. Voilà. Et on a la possibilité ensuite, je l'évoquais, d'apporter un certain nombre de correctifs pour mettre les actifs à leur juste valeur. J'utilise des termes un peu techniques pour notre, pour notre correspondante. Voilà, donc on met les actifs à leur juste valeur, ça renforce d'autant les fonds propres, etc. Et on va chercher la rentabilité normative en gommant des sursalaires, des surloyers, des provisions, etc. pour avoir une vraie mesure, en quelque sorte, de l'efficacité économique de l'entreprise. Merci beaucoup, Patrick. Un mot de conclusion pour notre Alors, webinaire? je crois que je le disais très rapidement, en fait, la prévention, ça se traite très en amont. Hein. Aujourd'hui, les systèmes juridiques parlent de prévention des difficultés avec, en tout cas en France, ça s'appelle comme ça, le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, etc. Tout le monde le sait, quand on en arrive là, c'est trop tard. Donc, je préconise et je milite pour une prévention précoce des difficultés. Et précoce, ça veut dire voir 2, 3, 4 ans avant qu'il y a des dérive et que si on ne réagit pas, on va se retrouver en situation de réelle difficulté. Donc, anticiper. Voilà, ce serait mon mot de conclusion. Merci beaucoup, Patrick Sénicourt. C'était vraiment très, très intéressant comme webinaire. Donc, avec une vision très très claire de comment l'entreprise peut appréhender ce sujet, qui est un sujet central et que vous verrez avec vos banques hein, aujourd'hui. Vous avez une notation. Et tout le monde score tout le monde aujourd'hui, de toute façon. Vous pouvez même, vous, scorer vos fournisseurs, scorer votre banque en fonction de vos items et ainsi de suite. Et c'est normal et c'est logique. C'est une adéquation qui est tout à fait logique. Donc, merci beaucoup, Patrick. Tout à fait. Alors, Oui. un point, je crois que le webinaire a été enregistré. Oui, bien sûr. Et que donc, il sera sûrement possible d'obtenir le lien vers le replay. Bien sûr. Et puis, je vous communique le diaporama lui-même, mais je pense que le replay est plus intéressant, évidemment. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous de nous avoir fait plaisir d'être parmi nous, même si c'est une journée un peu spéciale, puisqu'on est quasiment dans les périodes de congé. Donc, merci pour votre effort. C'est des périodes qui sont assez compliquées, mais c'est un sujet qui est important et nous vous garantissons que nous vous proposerons toujours des sujets d'actualité qui au niveau de la PME. Et nous sommes de tout cœur avec vous pour que, Inch'Allah, vous réussissez dans ce que vous entreprenez, même si c'est difficile. Le plus important, le mot d'ordre, c'est d'entreprendre et d'avancer. Merci beaucoup à Madame Boussaïd et à Ajar et à Tijari Bank et à BPI. Oui, allez-y, Patrick. Oui, merci Kamal, merci à BPI France aussi d'avoir organisé ce webinaire. Et puis, j'espère en tout cas à votre disposition pour avancer sur des projets que vous voudrez bien me soumettre. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Et bon congé.
Et bon Merci. courage pour ceux qui ne sont pas en congé. Au Au revoir. revoir. Au revoir.